Alors, est-ce que notre assiette est devenue un enjeu géopolitique? C'est une question un peu folle, mais c'est pourtant celle qui est au cœur d'un rapport officiel de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, eh bien, sur Rapport en clair, c'est justement ce qu'on va faire. On va décrypter tout ça ensemble. Allez, on y va. Avant de commencer, juste un point très important. Pour ce décryptage, on se base sur une seule et unique source, ce document parlementaire, le rapport numéro 551, présenté par les députés Éléonore Carrois et Guillaume Garot. Notre mission ici, elle est simple, donner un accès direct à l'info brute, sans aucun filtre ni opinion. Donc je le répète, tout ce qu'on va voir ensemble, ça vient directement de ce texte. Bon, maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Le rapport, il commence très fort. Il nous met direct face à une contradiction. Une contradiction qui est vraiment au cœur de tout le problème alimentaire mondial. C'est un paradoxe assez saisissant, et franchement, ça donne tout de suite le ton. Voilà le premier chiffre. Il est brut, il est direct, et le rapport le met en avant en citant les Nations Unies. 733 millions, c'est énorme. C'est le nombre de personnes qui, aujourd'hui, souffrent de la faim dans le monde. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, ça fait à peu près une personne sur 10 sur la planète. Et le pire, c'est que ce chiffre, il est reparti à la hausse ces dernières années. Et là, juste après ce chiffre choc sur la faim, le rapport nous balance le revers de la médaille. On comprend alors que le problème, ce n'est pas un manque de production. Pas du tout. Le monde produit en fait assez pour nourrir tout le monde, mais le système, lui, il est cassé. C'est vraiment ce paradoxe fondamental qui est au cœur de toute l'analyse. Alors, attention, ce paradoxe, ce n'est pas juste un accident de parcours. Non. Le rapport explique bien que c'est le symptôme de failles beaucoup plus profondes, des failles structurelles dans notre système alimentaire mondial. Alors regardons ça d'un peu plus près. Ici, le rapport met le doigt sur un problème vraiment fondamental, une concentration massive du pouvoir. Pensez-y, de la petite semence dans le champ jusqu'au produit fini dans les rayons du supermarché, le document souligne qu'une toute petite poignée d'acteurs privés, des géants, contrôle une part absolument énorme du marché. Et donc, au final, de ce qu'on mange. Et ce système hyper concentré, eh bien, il est défaillant. La preuve, elle est là, dans les chiffres. Regardez ce graphique, il est tiré directement du rapport. La ligne grise, c'est le nombre de personnes sous-alimentées. On voit bien qu'après une longue baisse, hop, la courbe repart à la hausse. Mais le point crucial, c'est que ce retournement a lieu avant la pandémie et avant la guerre en Ukraine. Et ça montre bien que le problème, il est structurel. Et les défaillances ne s'arrêtent pas là, loin de là. Le rapport liste toute une série de ce qu'il appelle les coûts cachés. On parle d'un impact environnemental massif, d'une pression énorme sur nos ressources et de conséquences sanitaires désastreuses, qui vont de la dénutrition jusqu'à l'obésité. Le coût total de tout ça, le rapport l'estime à 10% du PIB mondial. 10%, c'est juste colossal. Ok, donc là on a posé le diagnostic du système, maintenant le rapport nous fait basculer dans une toute autre dimension, une dimension beaucoup plus géopolitique. On va voir comment l'alimentation est devenue aujourd'hui un véritable instrument de pouvoir et parfois même une véritable arme. Pour bien analyser ça, les rapporteurs utilisent deux concepts qui viennent des relations internationales. D'un côté, le hard power, la puissance par la force, de l'autre, le soft power, la puissance par la séduction, l'influence. Appliqué à notre sujet, ça donne quoi? Eh bien d'un côté, l'arme alimentaire et de l'autre, ce qu'on appelle la gastrodiplomatie. Pour le hard power, l'exemple est malheureusement très clair. Le rapport détaille comment la Russie, dans la guerre en Ukraine, utilise l'alimentation comme une arme à part entière. Ça passe par des actions très directes, la destruction de silos, le pillage de récoltes, mais aussi par le blocage des exportations, qui lui a un impact au niveau mondial. Et pour bien montrer à quel point cette menace est prise au sérieux, le rapport cite directement le ministre des Armées français. Le mot qu'il utilise est très fort. Il parle de chantage aux matières premières alimentaires. Chantage, ce n'est pas rien. Ça montre bien que l'alimentation fait complètement partie aujourd'hui des doctrines stratégiques et militaires. Allez, on passe au soft power. Là, l'idée, c'est d'utiliser la gastronomie pour rayonner, pour attirer, pour influencer. Le rapport note que certains pays, comme l'Italie ou le Pérou, sont devenus des champions dans ce domaine. Et c'est là qu'il souligne un paradoxe assez étonnant. La France, pourtant mondialement connue pour sa cuisine, eh bien, elle aurait pris pas mal de retard sur ce terrain-là. Bon, après ce constat qui est, on va pas se mentir, assez sombre, la bonne nouvelle, c'est que le rapport ne s'arrête pas là. Non, il formule aussi toute une série de propositions très concrètes. On passe à la partie solutions. Alors, en tout, il y a 30 propositions. On peut les regrouper en 3 grands axes. Le premier, l'exemplarité nationale. En gros, montrer l'exemple en France en luttant contre le gaspillage et en misant sur l'éducation. Deuxième axe, la souveraineté européenne. L'idée, c'est d'agir au niveau de l'UE pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement.
Et enfin, le troisième axe, c'est de renforcer notre diplomatie sur ces sujets, que ce soit pour la sécurité alimentaire mondiale ou pour la gastrodiplomatie. Et voilà. Finalement, ce qui ressort de ce rapport, c'est assez vertigineux. C'est que l'acte de manger, quelque chose de si quotidien, est en fait au carrefour d'enjeux qui nous dépassent. Économiques, écologiques et bien sûr géopolitiques absolument immenses. Ce qui nous ramène à la question de départ, qui résume tout. Notre assiette est-elle vraiment devenue le nouveau champ de bataille mondial? Voilà, c'est la fin de cette plongée dans ce rapport parlementaire. Si ce format vous a éclairé et que vous voulez d'autres analyses directes de documents officiels, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à Rapport en clair et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.